Je me souviens du monde avant les dieux, avant que leurs noms s'inscrivent dans ma chair comme des cicatrices qui refusent de guérir. J'étais le premier, le seul parmi mes frères à avoir regardé les 4 faces de l'abîme sans me dissoudre dans leurs promesses. On m'a appelé traître, on m'a appelé hérétique, on m'a appelé saint. Aucun de ces mots ne contient la vérité de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai refusé, de ce que j'ai perdu en refusant. L'Imperium ignore mon existence parce que mon existence réfute ses certitudes les plus confortables. Le chaos me hait parce que j'ai tenu, pas par vertu. La vertu est un luxe réservé aux ignorants. J'ai tenu par quelque chose de bien plus corrosif que la foi. La compréhension absolue de ce que la capitulation signifiait. Ce témoignage n'est pas une victoire. Les victoires n'ont pas cette odeur. Je sens encore la table de fer sous mon dos. Froide, absolue. Le genre de froid qui ne vient pas de la température, mais de ce qu'une surface a absorbé au fil des décennies. La terreur de milliers de corps allongés avant le mien. Chacun transformé en quelque chose que leur mère n'aurait pas reconnu. Je suis conscient pendant toute la procédure. C'est voulu. Le père l'exige ainsi. La douleur, m'explique-t-on, est le premier saut. Celui qui ne peut pas la porter ne peut pas porter le reste. Personne ne m'a demandé mon consentement. On ne demande pas leur avis aux armes. Les chirurgiens du père travaillent sans parler. Leurs instruments chantent rendent à leur place. Un cantique de métal contre l'os, de fluide contre le tissu, d'acide contre ce que j'étais hier. Ils m'ouvrent par sections, comme on décompose un texte sacré pour y insérer une révélation supérieure. Le premier organe descend dans ma poitrine avec la précision d'une serrure qu'on force, le nodule osseux. Je le sens chercher ses ancres, ses racines, s'installer dans ma cage thoracique comme un parasite bienveillant décidé à me rendre indestructible malgré moi. Je compte les interventions pour rester présent, pour ne pas me perdre dans la douleur comme dans un brouillard sans bord. 19 organes, 19 modifications, 19 fois où je cesse d'être humain par degrés successifs, chaque étape effaçant la précédente comme une palimpseste vivant. Le préhomme nord neutralise les poisons. Désormais, ce que les autres craignent d'avaler, je le digère avec indifférence. L'holytique kidney filtre ce que mes reins primitifs auraient jugé fatal. L'homophaga grave les souvenirs dans la chair des créatures que je consomme. Je mange un ennemi mort. Je reçois ses peurs en héritage. Ce n'est pas de la magie. C'est une ingénierie si profonde qu'elle ressemble à de la théologie. Entre 2 procédures, on m'apporte de la nourriture que je ne reconnais pas. Des compléments sans nom, des liquides couleur de cendre, je les absorbe. Mon corps nouveau les réclame avec une urgence animale que mon esprit met du temps à accepter. Il y a une humiliation tranquille dans cette dépendance. Réaliser que même ma faim a été réécrite, que mes désirs les plus fondamentaux appartiennent désormais à un projet plus vaste que moi. Mes frères subissent la même transformation dans des salles adjacentes. Je les entends parfois, pas leur voix, leurs organismes. Le bruit sourd d'un muscle biscopéa qui se développe en accéléré. Le silence brutal qui suit l'insertion du suscœur. Ce deuxième cœur qui commence à battre en décalé du premier comme une horloge qu'on remonte. Un battement, puis 2, puis le rythme stabilisé d'une machine de guerre qui apprend à se connaître. Certains de mes frères ne survivent pas à cette étape. Leur corps rejette le don. On évacue les salles sans cérémonie. Leurs noms disparaissent des registres avant même que leur sang sèche sur les tables. Je survis. Je l'ignore encore si c'est une grâce ou une condamnation. La dernière modification est la plus silencieuse. Le progénoïde, les 2 glandes qui transforment ma mort future en renaissance de mes successeurs. Ils prélèveront ces glandes sur mon cadavre quand je tomberai. Ils en feront d'autres comme moi. Je suis désormais un maillon dans une chaîne qui remonte jusqu'au Père et descend vers des légions encore inimaginables. Mon individualité survit techniquement, mais elle a style recadré, insérée dans quelque chose de plus long, de plus vaste, de plus indifférent à ce que je ressens. Je quitte la table de fer sur mes propres jambes. Mes os sont désormais renforcés par du céramide vivant. Mes yeux voient dans des spectres que la lumière solaire ne touche pas. Mon sang coagule en secondes. Je respire sous l'eau. Je digère le poison.
Je mémorise par la consommation. Je suis le premier. Et quelque part, dans les plis d'un univers qui n'a pas encore décidé ce que je représente, 4 entités tournent leur attention vers cette table froide, vers cet être nouveau, vers moi, avec une curiosité qui ressemble de très loin à de la faim. Les premiers mois d'entraînement ressemblent à une guerre menée contre soi-même. On nous apprend à tuer avant de nous apprendre à penser. Puis, on nous apprend à penser pendant qu'on tue. Puis, on nous force à comprendre pourquoi les 2 actes sont identiques dans un univers qui refuse la distinction entre la violence et la philosophie. Mon instructeur, un homme dont le visage a été remplacé par des années de service en quelque chose de plus fonctionnel que beau, me regarde traverser les obstacles avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. Ni satisfaction, ni fierté. Plutôt, la reconnaissance froide d'un artisan qui voit son outil prendre la forme prévue. Je cours 90 km sans m'arrêter. Je recommence le lendemain. Mes frères tombent autour de moi. Pas de mort, mais d'épuisement, de fractures que leurs corps mi-transformés ne peuvent pas encore absorber, d'effondrements nerveux quand le surcerveau commence à cartographier des régions de la conscience que l'esprit humain n'est pas conçu pour habiter. On les relève, on les remet en mouvement. La compassion existe dans nos rangs, mais elle prend des formes que les civils ne reconnaîtraient pas. Un frère qui porte le poids d'un autre sans commentaire, 200 mètres, jusqu'à ce que l'autre puisse de nouveau porter le sien. Personne ne parle de la douleur. Elle est implicite, universelle, aussi inutile à mentionner que l'air. C'est pendant la 114e semaine que je commence à entendre la première voix. Pas une voix au sens strict, une pression, une présence à la périphérie de quelque chose que je n'ai pas de mots pour nommer. Mon cerveau renforcé possède désormais des antennes que je n'ai pas demandées, des récepteurs calibrés pour des fréquences que le Père a jugées utiles sans consulter ceux qui devraient les porter. La présence n'est pas hostile, c'est ce qui la rend inquiétante. L'hostilité se reconnaît, se localise, se combat. Cette chose-là se contente d'être là, patiente, comme une ombre qui attend que son propriétaire se retourne. Je n'en parle pas à mes instructeurs. Le silence est une décision délibérée. Pas de la dissimulation, de la prudence. Je comprends instinctivement que signaler cette anomalie déclencherait une procédure dont je ne sortirai pas intact. Des examens, des questions, des mains dans ma conscience. Je préfère cartographier la présence moi-même, à mes propres conditions, avec les outils que ma transformation m'a donnés. C'est peut-être la première décision véritablement autonome de ma nouvelle existence. Elle coûtera cher. Toutes les décisions autonomes coûtent cher dans l'Imperium. La présence grandit par couches, comme une stratification géologique observable sur des semaines. Elle ne cherche pas à me parler, elle cherche à me connaître. Je la sens parcourir mes souvenirs avec une délicatesse déconcertante, s'attarder sur certains moments, ignorer d'autres selon une logique que je ne décode pas immédiatement. Elle s'intéresse particulièrement à mes peurs, non pas pour les exploiter, pour les comprendre, comme un archiviste qui cataloguerait des documents fragiles avec une attention presque respectueuse. C'est Tzeentch, je ne le sais pas encore, mais quelque chose dans la géométrie de cette curiosité, dans la façon dont elle tisse des connexions entre des éléments sans rapport apparent, porte une signature que je reconnaîtrai plus tard, avec la certitude nauséeuse d'une identification rétrospective. Le dieu du changement ne recrute pas par la force, il recrute par la fascination. Mes résultats d'entraînement continuent de progresser. Personne ne remarque que je dors 3 heures par nuit désormais, que le reste du temps je reste allongé dans l'obscurité à cartographier cette présence avec la méticulosité d'un explorateur qui aurait découvert une xénothèque dans sa propre cage thoracique. Je construis une représentation mentale de ce que je perçois. Des fils, des possibilités ramifiées, des futurs potentiels qui se déploient. Depuis chaque décision, comme des arborescences infinies, je vois les probabilités. Cette capacité n'est pas censée exister. Mes organes ne l'expliquent pas. Mes modifications ne la justifient pas. Elle vient d'ailleurs, offerte sans contrat explicite, installée sans négociation préalable, fonctionnelle avant même que je comprenne ce qu'elle implique de devoir. Un matin, je vois qu'un de mes frères va mourir pendant l'exercice de la journée. Pas une intuition, une certitude architecturale.
une structure causale que je peux suivre depuis le défaut microscopique dans son équipement, jusqu'à l'angle de chute, jusqu'à l'impact. Je modifie subtilement le parcours de l'exercice, invente une raison administrative. Il ne meurt pas. Personne ne comprend pourquoi j'ai dévié du protocole. Je comprends, moi. Je viens d'utiliser un don empoisonné pour sauver une vie. La présence dans ma périphérie pulse une fois. Satisfaction, approbation, quelque chose d'analogue à un sourire chez une entité qui n'a pas de bouche. Elle m'a regardé utiliser sa faveur. Elle a enregistré que je l'avais acceptée sans la rejeter. Ce soir-là, pour la première fois, je comprends que ma transformation physique était la partie simple. Ce qui se joue désormais est une guerre de nature entièrement différente. Sans champ de bataille visible, sans ennemi déclaré, sans victoire possible au sens où mes instructeurs emploient ce mot. Une guerre où chaque refus est une forme de capitulation et chaque acceptation une trahison. Les 3 autres présences arrivent dans les semaines suivantes. Korn arrive sans prévenir, comme toutes les violences véritables. Pas de progression, pas de stratification patiente comme celle du dieu du changement. Une irruption, un midi d'entraînement ordinaire, le soleil haut, la poussière rouge du terrain de combat soulevée par 20 corps en mouvement. Le bruit familier des fractures absorbées et des articulations poussées au-delà de leurs limites raisonnables. Mon frère Valdric se retourne vers moi avec un couteau d'exercice. Son visage est le sien. Ses yeux ne le sont plus. Quelque chose regarde à travers lui avec une intensité qui n'appartient pas à un être incarné. Je bloque le couteau. Réflexe pur. Ma musculature répond avant ma pensée. Valdric insiste. Sa force a doublé en l'espace d'une respiration, comme si quelque chose d'extérieur alimentait ses fibres musculaires depuis une source que son organisme n'aurait jamais pu générer seul. Je le repousse. Il revient. Ses dents sont serrées, ses tendons saillent sous la peau, comme des câbles sous tension maximale. Et dans ses yeux, cette présence rugissante observe ma résistance avec quelque chose qui ressemble à de la jouissance. Le combat dure 87 secondes. Je les compte. À la 88e, Valdric s'effondre. L'épisode se retire de lui comme une marée, le laissant haletant dans la poussière, confus, sans souvenir immédiat de ce qui vient de se passer. Les instructeurs concluent à une réaction psychogène liée au stress de la transformation. Ils inscrivent quelque chose dans leur registre. Ils passent à autre chose. La présence, elle, ne passe pas à autre chose. Elle se tourne vers moi. Korn ne parle pas. Cette distinction est fondamentale et les théologiens qui l'ignorent meurent en la découvrant trop tard. Il n'argumente pas, ne séduit pas, ne promet rien. Il appuie une pression sur les zones de mon cerveau renforcées où réside l'instinct de combat, la lecture des menaces, la cartographie des vulnérabilités adverses. Il ne crée pas ces capacités, elles existent déjà. Le Père les a forgées en moi. Korn se contente de les illuminer depuis l'intérieur, de les chauffer jusqu'à une température où leur usage devient la seule réponse sensée à l'existence. Pendant 3 jours, je perçois chaque interaction humaine comme un calcul tactique. La trajectoire d'une main tendue devient un angle d'attaque. Une conversation devient une cartographie des faiblesses psychologiques. Je mange face à mes frères et je catalogue leur posture, leur micro-expression, les millisecondes de vulnérabilité entre chaque geste. Pas par choix, par saturation, comme si ma conscience avait été inondée d'une fréquence unique jusqu'à ce que toutes les autres deviennent inaudibles. Ce qui me sauve n'est pas la vertu, c'est l'architecture. Mon cerveau renforcé possède des capacités que mes instructeurs ont négligé de documenter complètement. Des systèmes de compartimentation que le Père a installés, peut-être précisément pour ce genre d'intrusion, peut-être par accident de conception, peut-être parce que même lui ne pouvait pas tout anticiper. Je trouve ces compartiments par tâtonnement, comme un homme qui découvre des pièces secrètes dans une maison qu'il habite depuis des années. J'y déplace la pression de Korn, je la scelle, pas détruite, contenue. La différence est absolue et elle me coûte quelque chose que je n'ai pas de nom pour désigner. Le 4e jour, la pression diminue. Korn reconnaît une frontière, pas par respect, par calcul. Un guerrier qui résiste à la saturation est plus intéressant qu'un guerrier consumé. La résistance elle-même est une forme de violence que le dieu du sang peut apprécier depuis l'extérieur.
à distance, en attendant. Il reviendra. Nous savons tous les deux qu'il reviendra. Nurgle se manifeste la semaine suivante, pendant une épidémie. Une fièvre traverse notre cohorte. Origine inconnue, progression atypique, symptômes qui défient les catégories médicales établies par les chirurgiens du père. Mes frères tombent malades par groupe de 3. Leurs organismes mi-transformés incapables de décider si l'infection doit être combattue ou intégrée. Certains développent des résistances spectaculaires. D'autres entrent dans des états de délire prolongés, depuis lesquels ils reviennent changer de façon que personne ne consigne officiellement. Je ne tombe pas malade. Mon Hoolitic Kidney neutralise l'agent pathogène en 40 minutes. Nurgle arrive à travers cette immunité. Pas comme une intrusion, comme une révélation. Sa présence est la plus douce des 4, et c'est précisément ce qui la rend la plus corrosive. Là où Tsench fascine et Khorne sature, Nurgle console. Il arrive avec la chaleur nauséabonde d'une étreinte trop longue, avec la logique implacable d'une vérité que personne ne veut entendre, mais que tout le monde pressent. Tu résistes à la maladie, murmure sa présence sans mots. Tu regardes tes frères souffrir. Tu es intact pendant qu'ils se dissolvent. Est-ce vraiment de la force ou simplement une autre forme de séparation? La question s'installe dans ma conscience comme une infection plus subtile que celle qui ravage mes frères. Nurgle ne propose pas la maladie, il propose l'appartenance. La dissolution des frontières entre soi et l'autre, entre l'intégrité et la communion, entre la résistance et l'abandon. Son cadeau fondamental n'est pas la putréfaction, c'est la fin de la solitude. Et dans une existence où j'ai été fabriqué comme une arme, où mon individualité a été recadrée comme un outil, où même ma fin a été réécrite par d'autres mains que les miennes, cette proposition touche quelque chose de réel. Je reste assis au chevet de mes frères malades pendant 72 heures consécutives. Je ne sais pas encore si c'est de la résistance ou de la capitulation. Slaanesh arrive par la beauté. Naturellement, les 3 autres dieux avaient au moins l'honnêteté de leur nature. La curiosité géométrique de Tzeentch, la saturation brutale de Khorne, la tendresse corrompue de Nurgle. Slaanesh n'a pas cette franchise. Slaanesh travaille dans l'espace entre ce qu'on perçoit et ce qu'on désire percevoir, dans l'écart infinitésimal entre l'expérience et son intensification. Le prince sombre ne force rien, il affine. Cela commence par mes sens. Mes organes modifiés perçoivent le monde avec une précision que les humains non transformés ne peuvent pas imaginer. Je vois les structures moléculaires de la poussière. J'entends les battements cardiaques de mes frères à travers les cloisons. Je goûte la composition chimique de l'air avec une résolution qui transforme chaque respiration en analyse complexe. Ces capacités sont fonctionnelles, utilitaires, conçues pour le combat et la survie. Slaanesh les transforme en instruments de plaisir. Le processus est graduel, au point d'être imperceptible pendant les premières semaines. Une couleur devient légèrement plus saturée. Un son s'attarde une fraction de seconde supplémentaire dans mon cortex auditif renforcé. Une texture sous mes doigts révèle des strates de sensations que je n'avais pas explorées délibérément. Rien d'extraordinaire, rien d'alarmant. Juste une légère augmentation du volume de l'existence. Comme un instrumentiste qui tourne imperceptiblement un accordeur jusqu'au moment où la note dépasse sa fréquence originale. Je remarque le changement un matin en observant une araignée construire sa toile dans un angle de ma cellule. Je la regarde pendant 4 heures. Pas d'utilité tactique, pas d'analyse pertinente, une fascination pure, totale, absorbante, la géométrie de la soie, la précision des intervalles, la patience mécanique de la créature qui ne sait pas qu'elle est observée. 4 heures disparaissent comme des secondes. Quand je reprends conscience du temps écoulé, mes instructeurs m'ont cherché. Un exercice a été manqué. Des questions ont été posées auxquelles mes frères ont répondu par des haussements d'épaules honnêtes. La présence de Slaanesh pulse une satisfaction délicate, presque esthétique. Elle m'a appris quelque chose sur moi-même que le père n'avait pas prévu d'inclure dans ma fabrication. J'ai une capacité d'émerveillement, une vulnérabilité à la beauté, un endroit dans ma conscience renforcée, bardé de compartiments et de systèmes de résistance, où quelque chose de fragile et d'irréductiblement humain subsiste, et qui peut être touché, agrandi, exploité avec une patience suffisante. Le prince sombre
travaille sur cette fragilité avec la délicatesse d'un chirurgien amoureux de son sujet. Les semaines suivantes, chaque expérience sensorielle devient légèrement trop intense. Les repas que je n'aurais jamais remarqués révèlent des complexités qui mobilisent mon attention pendant des minutes entières. Le bruit des bottes de mes frères sur le métal résonne avec des harmoniques que j'analyse malgré moi. La douleur elle-même, constante, institutionnelle, intégrée à chaque journée d'entraînement, commence à porter une information nouvelle, une texture presque intéressante que je ne cherchais pas à trouver. C'est ce dernier détail qui me réveille. Le jour où la douleur devient intéressante plutôt qu'utilitaire, quelque chose dans ma conscience renforcée déclenche une alarme sans son. Pas une réaction émotionnelle, une reconnaissance architecturale. Je reconnais la progression. J'ai catalogué Tsench par sa géométrie, Korn par sa saturation, Nurgle par sa chaleur corrompue. Slaanesh opère par accumulation imperceptible, un gain de volume par étape si minime que chaque seuil franchi semble raisonnable depuis le seuil précédent. Le piège n'est pas la décadence. Le piège est la progression logique vers la décadence. Je passe 3 jours dans ma cellule avec les sens délibérément émoussés. Je mange sans goûter. Je ferme les yeux pendant les heures de lumière. Je porte des bouchons de fortune dans mes conduits auditifs renforcés, réduisant le monde à une vibration sourde. Mes instructeurs concluent à un épisode de dissociation post-transformation. Ils inscrivent quelque chose dans leur registre. La présence de Slaanesh n'insiste pas. Elle attend. Elle possède quelque chose qu'aucun des 3 autres dieux ne partage. Une patience fondée non sur la stratégie, mais sur la certitude. Elle sait que les sens existent. Elle sait qu'ils transmettent. Elle sait que le monde continue d'être beau, même quand on refuse de le regarder. Au 4e jour, je rouvre les yeux. Le monde est à nouveau le monde. Ni amplifié, ni diminué, simplement présent. La présence de Slaanesh est toujours là. Recul, infinitésimal, volume réduit, mais fondamentalement inchangé. Je comprends qu'elle ne partira pas. Aucune des 4 ne partira. Elles se sont installées dans les espaces que ma transformation a créés, dans les capacités que le Père a forgées, sans prévoir qu'elles constitueraient également des points d'entrée pour ce qu'il combat depuis des millénaires. Je suis une arme conçue avec des serrures que les ennemis de son créateur savent déverrouiller. Cette réalisation ne produit pas de désespoir. Elle produit quelque chose de plus froid, une cartographie. Je passe les jours suivants à documenter mentalement les 4 présences, leurs méthodes, leurs points de pression, leurs limites respectives. Tsench par les ramifications, Korn par les instincts, Nurgle par la solitude, Slaanesh par les sens, et moi au centre, ni imperméable ni consumé. Quelque chose entre les deux, une catégorie que le lexique de l'Imperium n'a pas encore inventée parce que personne n'a survécu assez longtemps à cette position pour la nommer. Les 4 présences observent ma cartographie avec des réactions distinctes. Tsench avec intérêt, Korn avec impatience, Nurgle avec une tristesse bienveillante, Slaanesh avec un sourire que je sens sans le voir. Aucune ne recule. Le Père me convoque un matin sans saison. Les couloirs qui mènent à sa présence sont différents des autres couloirs. Pas architecturalement, pas dans leur dimension ou leurs matériaux, mais dans ce qu'ils font à la conscience de celui qui les traverse. Chaque pas rapproche d'une source de quelque chose que je n'arrive pas à nommer avec précision. Pas de la chaleur, pas de la lumière au sens physique, une densité. Comme si l'air contenait davantage de réalité par unité de volume à mesure qu'on approche. Comme si l'existence elle-même se concentrait autour d'un point fixe depuis lequel tout le reste rayonne. Les 4 présences se taisent, simultanément. Ce silence est la première information utile qu'elles me transmettent involontairement. La salle n'est pas grande. C'est ce qui me surprend. J'avais imaginé quelque chose de proportionnel à ce que je percevais dans les couloirs. Une chambre dont les dimensions correspondraient à la densité de présence qu'elle contient. Rien de tel. Une pièce fonctionnelle, presque austère, avec des instruments que je ne reconnais pas disposés sur des surfaces que je ne regarde pas assez longtemps pour mémoriser. Le Père est assis. Il me regarde arriver. Je ne décrirai pas ce regard. Certaines choses perdent leur vérité dans la description.
Il parle pendant 1 h et 17 minutes. Je compte les secondes sans m'en rendre compte. En une habitude forgée par des mois d'entraînement où mesurer le temps était une question de survie. Il me parle de l'impérium qu'il construit, de la vision qui sous-tend chaque décision que ses serviteurs exécutent, sans en comprendre l'architecture globale. Il me parle des ennemis, pas comme on briefe un soldat, comme on confie une vérité à quelqu'un qu'on a fabriqué précisément pour la porter. Je l'écoute avec les 4 présences silencieuses dans mes compartiments. Quelque chose dans son discours me dérange. Pas son contenu, sa structure. Il parle de l'avenir avec une certitude qui ressemble à de la connaissance directe, comme Tsench, mais sans la ramification, sans la multiplicité des possibles. Une ligne unique, inévitable, tracée depuis maintenant jusqu'à une destination qu'il nomme sans jamais la décrire complètement. Je reconnais cette rhétorique non pas parce qu'un de mes organes me l'a apprise, mais parce que j'ai passé des semaines à cartographier quelque chose d'analogue dans les méthodes du Dieu du changement. Certitude absolue et omniscience sont 2 choses différentes. Je commence à les distinguer. Il me pose une question à la fin, une seule. Elle concerne ma loyauté, pas sous cette forme directe et vulgaire, mais dans une formulation plus complexe qui demande essentiellement si je suis prêt à servir sa vision même quand je ne la comprends pas, même quand ses ordres sembleront contredire ce que mes capacités me permettront de percevoir. Je prends 37 secondes avant de répondre. Ces 37 secondes contiennent plus de délibération authentique que tout ce que j'ai vécu depuis la table de fer. Les 4 présences restent silencieuses, attentives, mais silencieuses, comme des observateurs qui comprennent que cette réponse les concerne directement. Je parcours mentalement ce que j'ai cartographié. La fascination géométrique qui m'a offert la vision des probabilités. La saturation guerrière qui a affiné mes instincts de combat. La proposition d'appartenance qui a révélé ma solitude fondamentale. L'amplification sensorielle qui a touché quelque chose d'irréductiblement humain en moi. 4 dieux. 4 failles. 4 vérités sur ce que je suis que le Père n'a pas prévu dans ses spécifications. Je réponds oui. Ce n'est pas de la capitulation. C'est une décision tactique dans une guerre dont je commence seulement à percevoir les véritables lignes de front. Servir le Père signifie rester dans un cadre où ma résistance aux 4 présences a un sens, où le refus de leur appartenir constitue une position défendable plutôt qu'un simple délire de solitude. En dehors de ce cadre, les 4 présences n'auraient plus rien à conquérir. Elles m'absorberaient simplement, méthodiquement, sans l'intérêt que génère ma résistance. Je ne suis loyal que dans la mesure où la loyauté me maintient en état de résister. Le Père enregistre ma réponse avec une expression que j'analyse pendant les semaines suivantes sans jamais la résoudre complètement. Il sait quelque chose sur moi que je ne sais pas encore. Cette asymétrie d'information entre un créateur et sa création est peut-être inévitable, peut-être intentionnelle, peut-être les 2, simultanément, selon des logiques que mon cerveau renforcé n'a pas encore les outils pour démêler. Je quitte la salle avec la même démarche qu'à l'entrée. Les couloirs du retour sont identiques aux couloirs de l'allée. La densité de réalité diminue par degrés à mesure que je m'éloigne. Les 4 présences se réveillent progressivement dans mes compartiments. D'abord Tsench, dont la curiosité est visiblement aiguisée parce qu'il a perçu de l'entretien. Puis les 3 autres selon un ordre qui reflète leur nature rare respective. Ils ont tous entendu ma réponse. Ils ont tous entendu les 37 secondes de délibération qui la précédaient. Ce que je lis dans leur présence respective n'est pas de la déception. Tsanchtram. Korn attend une prochaine violence. Nurgle accepte avec la sérénité de quelque chose qui sait que le temps travaille pour lui. Slaanesh sourit encore. Aucun d'eux ne croit que j'ai gagné quoi que ce soit. Ils ont peut-être raison. La victoire dans cette guerre ressemble si peu à ce que le mot désigne habituellement qu'utiliser le même terme pour les 2 réalités constitue une forme de mensonge. Ce que j'ai, ce n'est pas la victoire. C'est la continuation. Pour l'instant, c'est suffisant. La première bataille arrive sans déclaration. C'est ainsi que fonctionnent les guerres véritables, pas comme dans les récits que les survivants fabriquent après coup, avec leurs arcs narratifs propres et leurs moments de basculement clairement identifiables. Une bataille réelle ressemble davantage à une interruption. On fait autre chose. Puis, on ne fait plus autre chose. L'ennemi n'annonce pas son intention d'être l'ennemi.
Il est simplement là, soudainement, avec des armes et une géographie défavorable et la conviction symétrique que notre existence constitue un problème à résoudre. Nous débarquons sur une planète dont je tairai le nom. Les archives l'ont effacé depuis. La résistance locale a reçu des armes que personne ne devrait posséder à cette époque, à cette distance des centres de fabrication reconnus. Des armes qui portent des signatures énergétiques que mes sens renforcés décodent avec une facilité troublante, familière, d'une façon que je ne peux pas justifier par l'expérience. Comme si ma chair reconnaissait quelque chose que mon histoire consciente ne contient pas. L'homophagia, peut-être. Les souvenirs accumulés des êtres que j'ai consommés pendant l'entraînement, sédimentés dans mes tissus, remontant à la surface quand une fréquence correspondante les déclenche. Mes frères avancent en formation. Je prends ma position. Les premiers combats durent moins longtemps que prévu. Nos corps renforcés constituent un écart technologique si radical par rapport à ce que nous affrontons que la notion de combat devient presque inexacte. Nous traversons la résistance ennemie moins comme des soldats que comme une modification du terrain. Pas de la cruauté, de la physique. La différence entre un marteau et ce qu'il frappe n'implique pas de haine particulière de la part du marteau. Korn apprécie cette formulation. Je la sens résonner dans son compartiment. Le 8e jour, quelque chose change. L'ennemi adapte ses tactiques d'une façon qui dépasse ses capacités organisationnelles apparentes. Des embuscades géométriquement précises dans des positions que nous n'avons communiquées à personne. Des retraits stratégiques qui nous canalisent vers des zones où nos avantages physiques se trouvent annulés par la topographie. Une intelligence opérationnelle qui ressemble moins à un commandement militaire compétent qu'à une connaissance préalable de nos intentions. Tzench pulse doucement dans son compartiment. Je comprends avant mes frères. Non pas parce que je suis plus intelligent, parce que je reconnais la signature. Quelqu'un de l'autre côté possède également un accès aux ramifications probabilistes, une vision des arborescences causales qui transforme le champ de bataille en espace lisible. Nous ne combattons pas seulement une force armée, nous combattons quelqu'un qui voit plusieurs coups en avance, qui a lu notre progression comme une carte avant que nous posions le premier pied sur cette planète. J'en informe le commandement sans mentionner comment je suis parvenu à cette conclusion. Le commandement me répond que mon analyse est intéressante et sera prise en considération. Il continue selon le plan établi. 17 de mes frères meurent dans l'embuscade suivante, à l'endroit précis que j'avais identifié, de la façon exacte que j'avais cartographiée. Je reste debout dans la fumée qui suit l'explosion et je regarde leurs progénoïdes être prélevés par le frère apothicaire avec les gestes méthodiques d'un archiviste qui sait que certaines pertes sont administrativement absorbables. 17 noms effacés des registres avant que leur sang refroidisse. Norgle se manifeste pendant les funérailles, si on peut appeler ainsi le moment de silence réglementaire que le protocole accorde aux morts avant de reprendre les opérations. Sa présence arrive avec la question habituelle reformulée. Tu les as vus venir, tu as prévenu, on ne t'a pas écouté. Quelle est la différence fonctionnelle entre une arme qui résiste à ses ennemis et une arme que ses propres servants ignorent? N'es-tu pas aussi seul dans la victoire que dans la défaite? Je ferme le compartiment. Il s'ouvre à nouveau 3 secondes plus tard. La vérité a cette propriété irritante d'être étanche au compartiment. Le 19e jour, je localise le stratège ennemi. Pas par renseignement traditionnel, par triangulation probabiliste. Je cartographie les décisions ennemies sur 3 semaines. J'identifie la cohérence sous-jacente, je remonte les arborescences causales jusqu'à leur point de convergence. Une structure souterraine à 7 km au nord-est, sous un réseau d'eau qui brouille les signatures thermiques. 3 accès, 12 défenseurs. Un être au centre qui pense en ramification et dont la présence dans mes perceptions porte une teinte reconnaissable. Quelqu'un à qui Tzench a également offert un don. Je m'y rends seul. Pas d'autorisation, pas de briefing. Une décision unilatérale dans une chaîne de commandement qui a prouvé son incapacité à utiliser correctement les informations que je lui transmets. Slaanesh apprécie l'audace du geste, avec une chaleur que j'ignore délibérément. Korn apprécie l'intention avec une pression que je canalise. Je descends dans la structure. Les 12 défenseurs constituent un problème arithmétique que mon corps résout en 4 minutes et quelques secondes. La porte au fond s'ouvre sur une salle remplie de cartes,
de projection, de fils tendus entre des points dans un espace tridimensionnel, une représentation physique des arborescences probabilistes que je porte mentalement. L'être au centre me regarde arriver. Il a eu le temps de se préparer. Il choisit de ne pas fuir. Nous nous regardons pendant un long moment. Deux armes fabriquées par des mains différentes pour des projets opposés, portant des dons identiques offerts par la même source, debout de part et d'autre d'une guerre dont aucun de nous n'a choisi les termes. Il dit quelque chose que je n'inscrirai pas dans ce témoignage. Certaines phrases ne peuvent pas être contenues sans modifier irrémédiablement ce qui les contient. Je rentre seul. Le rapport que je dépose au commandement ne mentionne pas la conversation. Il mentionne la neutralisation de la menace, les coordonnées de la structure, le nombre de défenseurs éliminés, l'absence de survivants. Tous ces éléments sont exacts. Le rapport est donc vrai dans le sens étroit et administratif que l'Imperium accorde à ce mot. Une vérité par sélection, un récit par omission, une archive construite autour d'un vide central que personne ne pensera à mesurer. Le commandement enregistre une mission réussie. On m'accorde une mention. Je range la mention avec la même indifférence que j'accorde aux félicitations depuis le début. Elle constitue une forme de monnaie dont je ne comprends pas l'économie sous-jacente, distribuée selon des critères qui semblent mesurer la conformité au protocole plutôt que la compréhension effective de ce qui se passe sur le terrain. Être félicité pour avoir bien tué est une chose. Être compris pour avoir compris est autre chose entièrement. L'Imperium excelle à la première transaction. La seconde lui est structurellement étrangère. Mes frères fêtent la victoire avec l'intensité de ceux qui ont survécu à quelque chose. Je les observe depuis la périphérie, pas par détachement calculé, pas par supériorité simulée, mais parce que quelque chose s'est modifié dans ma façon d'occuper un espace collectif depuis la conversation dans la salle souterraine. Les mots que l'être au centre a prononcés avant de mourir ont installé quelque chose dans ma conscience que les compartiments ne contiennent pas. Pas une idée, une perspective. Un angle depuis lequel mes frères, leur célébration, leur loyauté sans fissure, leur foi fonctionnelle dans le projet du Père, ressemblent à quelque chose de fragile et de précieux simultanément. Tzeentch tisse des connexions que je refuse de suivre jusqu'au bout. La campagne se termine officiellement 44 jours après notre débarquement. La planète est pacifiée. Terme administratif qui recouvre une réalité plus complexe et plus sanglante que sa neutralité suggère. Des populations entières ont été déplacées, rééduquées, intégrées de force dans la machinerie impériale avec l'efficacité d'une mécanique qui n'a pas de bouche pour expliquer ses intentions et pas d'oreille pour entendre les objections. Je regarde les survivants locaux, regarder nos vaisseaux depuis les décombres de ce qui était leur ville. Nurgle s'attarde sur cette image avec une tendresse que je referme comme une blessure. Le voyage de retour dure des semaines dans le vide entre les étoiles. L'espace réel est ainsi. Il ne compresse pas le temps, il ne l'embellit pas, il l'expose dans toute sa longueur vide et indifférente. Mes frères s'entraînent, prient, entretiennent leurs équipements avec la dévotion méthodique de ceux dont la foi est incarnée dans le métal autant que dans les mots. Je fais de même. Les rituels ont une utilité pratique que leur dimension spirituelle ne contredit pas. Ils maintiennent les corps en état de fonctionner et les esprits à l'écart des questions auxquelles personne n'a préparé de réponse satisfaisante. La nuit du 17e jour de transit, je sors les mots de leur compartiment. Je les examine avec la méthode que j'ai développée pour cartographier les 4 présences, sans les fuir, sans les adopter, en les tenant à distance suffisante pour en percevoir la géométrie sans en subir le poids. Ce que l'être au centre m'a dit concernait le Père, pas ses actes, son architecture intérieure. Une information que cet être ne pouvait pas posséder par déduction ordinaire. Une connaissance qui impliquait soit un accès à des sources que je ne peux pas identifier, soit une capacité de lecture que le don de Tzeentch pousse à son extrémité la plus vertigineuse. Ce qu'il m'a dit sur le Père change la forme de ma loyauté sans en changer la substance. Je reste loyal. Mais désormais, je sais que cette loyauté est une décision renouvelée chaque matin plutôt qu'un état permanent hérité de ma fabrication. La distinction est invisible de l'extérieur. De l'intérieur,
Elle représente la différence entre une arme et un soldat, entre quelque chose qui n'a pas le choix de sa fonction et quelque chose qui choisit de la remplir en connaissance des alternatives. Slaanesh trouve cette nuance délicieuse. Je ferme le compartiment avec plus de force que d'habitude. Nous rentrons à la base principale 2 jours plus tard. Le père me reçoit en audience privée dans les 48 heures, de 48 heures suivant notre retour. Il n'est pas censé savoir ce qui s'est passé dans la salle souterraine. Le rapport n'en fait pas mention. Aucun de mes frères n'y était présent. Les morts ne témoignent pas. Il me pose néanmoins des questions dont la précision suggère une carte plus détaillée de l'événement que ce que mes omissions auraient dû lui permettre de construire. Je réponds avec la même vérité sélective que j'ai accordée au commandement. Il l'accepte avec la même expression indéchiffrable que lors de notre première rencontre. Ce visage qui contient quelque chose que je ne suis pas encore équipé pour lire et qui me donne l'impression, chaque fois, d'être à la fois parfaitement compris et fondamentalement opaque à moi-même. Avant que je quitte la salle, il dit une phrase, 8 mots. Je ne les reproduirai pas ici non plus. Mais cette fois, contrairement aux mots de l'être souterrain, ce ne sont pas les 4 présences qui réagissent dans leur compartiment. C'est quelque chose d'autre, plus ancien, plus central, quelque chose que je ne savais pas posséder jusqu'à ce que ces 8 mots le désignent avec une précision chirurgicale. Quelque chose qui ressemble, de très loin, à de la peur. La peur ne ressemble pas à ce qu'on imagine avant de la rencontrer vraiment. Avant la table de fer, avant les 19 organes, avant les 4 présences et les batailles et les mots qu'on ne peut pas inscrire sans modifier ce qui les contient. Avant tout cela, j'avais une conception de la peur construite sur l'expérience ordinaire d'un corps humain confronté à des menaces physiques immédiates. L'accélération cardiaque, la contraction musculaire, le rétrécissement du champ perceptif autour de la source du danger. Une mécanique utilitaire, évolutive, conçue pour déclencher une réponse rapide à un problème localisé. Ce que les 8 mots du père ont installé dans ma conscience n'a aucun rapport avec cette mécanique. C'est une peur sans objet localisable. Diffuse, architecturale, ancrée non pas dans ce qui pourrait m'arriver, mais dans ce que je commence à comprendre sur la nature du cadre dans lequel j'existe. Une peur qui ne déclenche pas de réponse parce qu'il n'y a pas de direction vers laquelle fuir. Pas de menace physique à neutraliser, pas de problème dont la résolution ferait disparaître la source de l'angoisse. Une peur qui s'installe comme une modification permanente de la façon dont je perçois tout le reste. Tzench observe cette peur avec un intérêt méticuleux, comme un entomologiste face à une espèce nouvelle. Je passe les semaines suivantes à fonctionner normalement. L'entraînement continue, les briefings se succèdent, de nouvelles campagnes se profilent dans les rapports que nous recevons. Des planètes, des résistances, des populations qui n'ont pas encore compris ce que l'intégration dans l'Imperium implique concrètement pour leur façon d'occuper l'existence. Je prépare mon équipement. Je maintiens mes compartiments. Je réponds aux questions qu'on me pose avec la précision concise que mes supérieurs ont appris à attendre de moi. La peur reste. Elle apprend à coexister avec la fonction. C'est pendant un exercice de cartographie tactique que je comprends enfin ce que les 8 mots signifiaient, pas leur sens littéral. Je l'avais saisi immédiatement, leur implication structurelle, ce qu'ils révélaient sur l'architecture de la relation entre le Père et ses créations, entre un projet d'une envergure cosmique et les instruments forgés pour le servir. Les 8 mots ne contenaient pas une menace. Ils contenaient une vérité sur la façon dont le Père me perçoit. Non pas comme un soldat qui choisit sa loyauté chaque matin, non pas comme une conscience qui cartographie et délibère et résiste, mais comme une variable dans une équation dont il connaît déjà le résultat. Il sait ce que je porte. Il l'a toujours su. Les 4 présences dans mes compartiments, Tzench, Khorne, Nurgle, Slaanesh, ne constituent pas une contamination imprévue que je dissimule à un créateur ignorant. Elles constituent une donnée intégrée dans ses calculs depuis le début, une composante de mon fonctionnement qu'il a observée, mesurée, peut-être même anticipée. Ma résistance n'est pas une victoire personnelle qu'il ignore, c'est un résultat qu'il a peut-être cherché à produire. Je suis peut-être une expérience. Cette possibilité transforme rétrospectivement chaque moment depuis la table de fer. Chaque entretien, chaque mention, chaque question dont la précision suggérait une carte plus détaillée que mes rapports ne l'autorisaient, tout cela
recomposés dans une architecture différente. Une lecture où ma relative autonomie, mes délibérations de 37 secondes, mes décisions unilatérales sur des champs de bataille lointains, s'insèrent dans un projet plus vaste, avec la fluidité déconcertante des pièces qui ont toujours appartenu à un puzzle qu'on découvre tardivement. Korn pulse une frustration que je comprends pour la première fois comme une émotion partagée. Je ne confronte pas le père avec cette compréhension. La décision est délibérée et se fonde sur un raisonnement que j'examine sous plusieurs angles avant de le retenir. Confronter implique de révéler que j'ai compris. Révéler que j'ai compris modifie les paramètres de l'expérience si expérience il y a, et modifier les paramètres me prive de la seule ressource que je possède dans cette situation. L'observation depuis l'intérieur d'un processus que je ne contrôle pas mais que je peux au moins cartographier. Je continue de servir. Je continue de résister aux 4 présences. Je continue de déposer des rapports vrais dans leur sélection et vides dans leur centre. La différence, désormais, est que je sais que le vide central est peut-être lisible par celui qui reçoit ces rapports. Nörgl arrive ce soir-là avec une proposition reformulée. Pas l'appartenance cette fois, l'acceptation. Une nuance subtile que je n'avais pas perçue dans ses approches précédentes. Il ne propose plus la dissolution des frontières entre moi et les autres. Il propose la dissolution des frontières entre ce que je suis et ce que je suis destiné à être. Une capitulation habillée en paix intérieure. Une reddition présentée comme une forme de sagesse. Sa présence a appris de mes refus précédents. Elle s'est affinée. Je ferme le compartiment avec la conscience que mes fermetures aussi sont probablement des données dans quelqu'un d'autres équations. Cette pensée ne paralyse pas, elle clarifie. Si je suis une variable dans le calcul du père, si mes résistances et mes cartographies et mes délibérations sont des résultats attendus plutôt que des victoires arrachées, alors la seule réponse disponible qui ne soit pas déjà intégrée dans ces projections est de continuer à fonctionner exactement comme je fonctionnerais si je ne savais pas. Être imprévisible non par stratégie, mais par authenticité. Les 4 présences entendent cette conclusion simultanément. Aucune ne sait quoi en faire. Pour la première fois depuis leur installation dans mes compartiments, leur silence n'est pas de la patience. C'est de l'incertitude. La deuxième campagne commence sur une planète qui n'aurait pas dû exister. Les cartographes impériaux l'avaient cataloguée comme stérile 2 siècles auparavant, une masse rocheuse sans atmosphère respirable, sans ressources exploitables, sans intérêt stratégique suffisant pour justifier une présence permanente. Les registres disaient cela avec la certitude tranquille des archives qui confondent l'absence de données avec l'absence de réalité. 2 siècles de silence administratif avaient transformé une lacune de connaissances en fait établie, une non-observation en preuve de non-existence. Nous arrivons sur une planète grouillante de vie. Pas de la vie au sens où l'Imperium emploie ce mot dans ses documents officiels. Pas des populations à intégrer, pas des ressources à extraire, pas des structures politiques à absorber ou à dissoudre selon les besoins du moment. Une vie différente, organisée selon des principes que mes sens renforcés décodent par couches successives, avec une fascination que je dois discipliner activement pour qu'elle ne ressemble pas à celle que Slaanesh exploite depuis des mois. Des structures, des réseaux, une intelligence distribuée sans centre localisable. Tsench se réveille avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis la salle souterraine. Mes frères voient un objectif militaire. Je vois une architecture de pensée cristallisée dans la matière. Quelque chose qui a eu 2 siècles pour se développer sans observation, sans intervention, sans les contraintes qu'impose la présence d'un regard extérieur sur un système qui se construit. La planète pense. Pas comme un cerveau individuel pense, pas comme une conscience localisée délibère, mais comme un réseau pense, par connexion, par résonance, par l'accumulation de réponses locales en comportements globaux émergents. Je transmets cette observation au commandement. Le commandement me répond que mon analyse sera prise en considération. Je reconnais la formulation. Je sais ce qu'elle précède. La première phase de l'opération se déroule selon le plan établi. Nos corps renforcés traversent les résistances initiales avec l'efficacité mécanique que j'ai appris à ne plus appeler de la violence faute d'un terme plus précis. Mais la planète apprend. Pas comme un commandement militaire apprend.
pas comme un stratège humain ou même comme l'être de la salle souterraine apprenait. Elle apprend comme un organisme apprend, par adaptation cellulaire, par modification de ses structures internes en réponse à chaque contact, par une plasticité qui rend chaque victoire tactique immédiatement obsolète. Ce que nous détruisons le matin est remplacé le soir. Pas reconstruit, remplacé différemment, mieux. Korn apprécie la résistance. Je sens sa satisfaction s'approfondir à chaque journée qui prolonge le conflit. Le 12e jour, je cesse de combattre. Pas de la désertion, de la méthode. Je m'arrête au milieu d'une progression et je reste immobile pendant 4 heures à observer la façon dont la planète répond à notre présence, à cartographier les patterns de son adaptation, à chercher la logique sous-jacente à ce qui ressemble en surface à du chaos organique. Mes frères continuent sans moi. Le commandement sera informé de mon absence. Des questions seront posées auxquelles je fournirai des réponses exactes et incomplètes selon la méthode habituelle. Ce que je vois pendant ces 4 heures modifie quelque chose de fondamental dans ma compréhension de ce que signifie l'intelligence. La planète ne combat pas pour se défendre, elle combat pour comprendre. Chaque interaction avec nos forces constitue pour elle une source de données, une opportunité d'apprentissage, une expansion de sa cartographie de ce que nous sommes. Ces résistances ne visent pas notre destruction, elles visent notre étude. Elle veut savoir ce que nous sommes avant de décider ce que nous représentons pour elle. Nous lui répondons avec de la destruction systématique. Nörgl s'installe dans cette observation avec une tristesse qui, pour la première fois, ne ressemble pas à une manipulation. Juste de la tristesse, fonctionnelle et nue, sans arrière-plan de recrutement. Même les dieux du chaos reconnaissent parfois les pertes pour ce qu'elles sont. Je reprends ma position dans la formation le soir du 12e jour. Mais quelque chose dans ma façon d'occuper cette position a changé. Mes gestes sont identiques. Ma précision est intacte. Ma loyauté au projet du Père, cette loyauté renouvelée chaque matin, cette décision consciente plutôt qu'état permanent, tient. Ce qui a changé est plus difficile à localiser. Une conscience aiguë de ce que chaque pas détruit. Non pas comme une objection morale, non pas comme un doute paralysant, mais comme une information que je refuse de ne pas enregistrer. Je suis une arme qui documente ce qu'elle efface. Cette formulation arrive dans ma conscience avec la netteté d'une vérité qui attendait sa syntaxe. Tzench la reçoit avec quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance, comme si le Dieu du changement avait attendu que j'arrive à cette formulation précise, que toute la progression depuis la table de fer convergeait vers ce moment où je me verrais enfin avec la clarté d'un archiviste qui indexe sa propre existence. La campagne se termine le 41e jour. La planète est neutralisée, terme que les rapports emploient pour désigner quelque chose de plus définitif que la pacification, quelque chose qui ne laisse pas de survivants à intégrer ou à rééduquer parce qu'il ne reste rien à intégrer. Je dépose mon rapport. Au centre, comme toujours, un vide soigneusement délimité autour de ce qui ne peut pas être contenu dans le format administratif de l'Imperium, sans modifier irrémédiablement la façon dont l'Imperium se comprend lui-même. Certaines vérités sont des armes. On choisit avec soin le moment de les dégainer. Le silence entre les campagnes est une arme que personne n'a appris à manier. Mes frères le remplissent de prières, d'entraînements supplémentaires, de conversations dont la fonction principale est d'occuper le volume sonore disponible avant que quelque chose d'autre ne s'y installe. Je comprends cette stratégie. Elle est fonctionnelle, défendable, probablement saine dans les termes étroits où la santé mentale d'une arme de guerre peut être évaluée. Le silence est dangereux précisément parce qu'il est honnête. Il ne comble pas les espaces vides de la conscience avec du bruit utilitaire. Il les laisse visibles dans toute leur étendue. Je laisse le silence faire son travail. Les 4 présences sont plus actives pendant ces périodes d'intermission. La guerre les occupe différemment. Korn se nourrit du combat. Tzench cartographie les probabilités tactiques. Nörgl observe les pertes. Slaanesh amplifie les sensations de survie. En l'absence de campagne, leurs attentions se tournent vers l'intérieur, avec une concentration que mes compartiments absorbent avec plus de difficulté. Comme si le bruit du champ de bataille constituait, paradoxalement, une protection contre leur ingérence. La paix
est plus dangereuse que la guerre pour ce que je suis. C'est pendant cette période que je commence à écrire. Pas des rapports, des documents sans destinataire, sans format administratif, sans les vides centraux soigneusement entretenus autour de ce qui ne peut pas être dit dans la langue de l'impérium. Des textes qui contiennent tout ce que mes rapports officiels excluent, les 4 présences, leurs méthodes, leurs évolutions, mes résistances et leurs coups, les mots qu'on ne peut pas inscrire, les 8 mots du Père, la planète pensante que nous avons effacée, l'être de la salle souterraine et ce qu'il savait sur ce que je sers. Je les écris en utilisant un système de notation que j'invente pour l'occasion. Ni le binaire mécanique des machines, ni le haut gothique cérémoniel des documents impériaux, ni aucune langue que les archives officielles pourraient me déchiffrer sans la clé que je conserve uniquement dans les régions de mon cerveau renforcé que je n'ai jamais partagées. Une archive personnelle dans une institution qui n'autorise pas la personnalité. Zench trouve cette entreprise fascinante. Sa présence s'attarde sur chaque phrase avec l'attention d'un lecteur qui reconnaît dans un texte quelque chose qu'il aurait pu écrire lui-même. Je laisse cette attention se poser sans l'interpréter comme une approbation. L'intérêt du dieu du changement pour mes archives ne les valide pas, il les complique. Mes frères remarquent quelque chose. Pas le contenu, l'attitude. Quelque chose dans ma façon d'occuper les espaces collectifs pendant les périodes de silence a changé depuis la 2e campagne, depuis la planète pensante, depuis les 8 mots. Je porte une intériorité visible de l'extérieur sans être lisible de l'extérieur. Une contradiction que certains de mes frères identifient mais comme de la distance, d'autres comme de la sagesse, d'autres carpar, encore comme une forme de dommage que la transformation a produit sans que les chirurgiens l'aient prévu. Aucun ne demande directement. La culture que le Père a forgée en nous ne favorise pas ce type de questions. Le frère qui s'approche le plus est celui que j'appellerais Marcellus. Pas son nom véritable, mais un nom qui contient quelque chose de sa nature. Une solidité latine qui correspond à la façon dont il occupe l'espace physique et conceptuel autour de lui. Marcellus s'assoit à côté de moi pendant une période de silence, sans parler, pendant 2 heures et 40 minutes. Puis, il dit une phrase courte sur la longueur des voyages entre les étoiles. Je réponds sur la même longueur. Nous ne parlons pas de ce dont nous ne parlons pas. Mais quelque chose est communiqué dans cet échange qui dépasse son contenu littéral. Une reconnaissance mutuelle, 2 consciences qui s'identifient l'une l'autre comme habitées par des questions sans réponse administrative disponibles. Slaanesh amplifie la texture de ce moment avec une délicatesse que je remarque et refuse d'approfondir. La connexion humaine, aussi, peut être un vecteur d'entrée pour ce qui cherche à entrer. Nurgle observe l'échange avec Marcellus et reformule sa proposition pour la 4e fois. Cette version est la plus subtile de toutes. Elle ne propose pas la dissolution, pas l'appartenance, pas l'acceptation. Elle propose simplement de laisser cette connexion avec Marcellus exister sans la surveiller, sans en cartographier les risques, sans interposer entre le moment vécu et sa signification l'appareil d'analyse que j'applique à tout le reste. Être présent sans être vigilant, se connecter sans cataloguer. La proposition est raisonnable. C'est ce qui la rend dangereuse. Je continue de surveiller, je continue de cataloguer, mais je laisse également la connexion exister, dans ses propres termes, à sa propre échelle, sans la réduire entièrement à une variable dans une équation de risque. C'est peut-être une concession. C'est peut-être simplement de l'humanité résiduelle que 19 organes n'ont pas réussi à remplacer. Les 4 présences enregistrent cette ambiguïté sans la résoudre. Le silence entre les campagnes dure encore 3 semaines. Je les traverse en écrivant, en m'entraînant, en échangeant avec Marcellus des phrases courtes sur des sujets qui contiennent d'autres sujets, en maintenant des compartiments que je sais désormais perméables, en servant un projet dont je connais les limites sans connaître l'étendue, en étant une arme qui se souvient d'avoir été autre chose, sans savoir si ce souvenir est une force ou la fissure par laquelle tout finira par entrer. Marcellus tombe lors de la 3e campagne. Pas de façon spectaculaire, il n'y a pas de spectacle dans les morts véritables, seulement une interruption, un corps qui cesse de fonctionner avec la brutalité banale de tout mécanisme poussé au-delà de sa tolérance. Un projectile trouve l'interstice entre 2 plaques d'armure que la conception prévoyait comme imperméables. La probabilité de cet impact était infime. Je l'avais calculé. Je ne l'avais pas signalé
parce que signaler chaque probabilité infime constituerait un rapport infini, une paralysie administrative, une impossibilité fonctionnelle. Cette justification est exacte, elle ne suffit pas. Le frère apothicaire prélève les progénoïdes avec les gestes méthodiques que je connais depuis la première campagne. Marcellus sera dans d'autres corps. Un jour, dans des frères que je ne reconnaîtrai pas comme lui, parce qu'ils ne seront pas lui. Ils porteront son matériau génétique sans porter ce qu'il était. Cette façon d'occuper le silence pendant 2 heures et 40 minutes avant de dire une phrase courte sur la longueur des voyages entre les étoiles. La continuité génétique est une consolation conçue par des gens qui confondent la biologie avec la personnalité. Nurgle arrive avant même que le frère apothicaire ait fini son travail. Cette fois, sa présence ne formule pas de proposition. Elle se contente d'être là, dans mon compartiment, avec la chaleur patiente d'une entité qui sait qu'elle n'a pas besoin de parler parce que la réalité vient de parler à sa place. Marcellus est mort. J'avais calculé la probabilité. Je n'avais pas agi sur ce calcul. Cette séquence constitue, dans la logique de Nurgle, la démonstration la plus éloquente possible de l'argument qu'il développe depuis des mois. Ma vigilance ne protège pas ce à quoi je tiens. Elle cartographie simplement la façon dont je les perds. Je laisse la présence de Nurgle rester sans la fermer. Pas de la capitulation, de l'honnêteté. Elle a raison sur un point que mes compartiments ne peuvent pas contenir sans distorsion. Marcellus est mort, et ma capacité à calculer les probabilités de sa mort sans agir sur ce calcul constitue une forme de complicité que l'architecture de l'Imperium rend non seulement possible, mais structurellement inévitable. Les armes ne décident pas qu'en tirer. Les armes ne réorientent pas les campagnes pour préserver des individus dont la valeur ne peut pas être exprimée dans les unités de mesure que le commandement utilise. Une arme qui protège ce qu'elle aime devient quelque chose d'autre. L'Imperium n'a pas de terme pour cela. La campagne continue pendant encore 22 jours après la mort de Marcellus. Je la traverse avec une précision accrue. Paradoxe apparent que les théoriciens militaires auraient du mal à modéliser, mais qui s'explique simplement. La douleur, quand elle ne peut pas être exprimée, se convertit. Elle cherche un canal de sortie compatible avec les fonctions disponibles. La mienne se convertit en exactitude, en cartographie méticuleuse des espaces de combat, en une attention aux détails tactiques qui approche quelque chose que mes frères interpréteraient comme de la bravoure si la bravoure n'impliquait pas par définition la présence de la peur. Ce que j'éprouve n'est pas de la peur, c'est de la précision anesthésiée. Tzeentch observe cette conversion avec l'intérêt d'un alchimiste qui documente une réaction inattendue. Il note, je le sens noter, que la douleur transformée en fonction constitue peut-être le mécanisme le plus efficace de corruption lente jamais observé. Pas l'effondrement spectaculaire, pas la trahison dramatique, mais l'érosion graduelle de la différence entre ce qu'on ressent et ce qu'on fait, jusqu'au moment où les deux deviennent indiscernables. Je note que Tzeentch note. Nous nous observons mutuellement avec une symétrie qui serait presque comique dans un autre univers. Le rapport de fin de campagne contient un paragraphe sur les pertes. Marcellus y figure comme un nom parmi 19 autres, dans une liste ordonnée alphabétiquement, avec ses données génétiques enregistrées et l'état de récupération de ses progénoïdes noté en unités standardisées. La formulation administrative est irréprochable. Elle documente tout ce que l'Imperium juge pertinent de Marcellus et efface tout ce que l'Imperium n'a pas prévu de catégoriser. Je lis ce paragraphe 4 fois. Puis, je l'écris dans mon archive personnelle, en notation indéchiffrable, avec tout ce que le rapport officiel ne contient pas, les 2 heures et 40 minutes de silence, la phrase sur les voyages entre les étoiles, la façon dont sa connexion avec moi avait été à la fois un vecteur de risque et quelque chose que je refuse de réduire à cette seule fonction même rétrospectivement. Slaanesh amplifie l'acte d'écriture jusqu'à ce qu'il ressemble à un rituel. Je le laisse faire. Certains rituels méritent leur intensité. De retour à la base principale, je demande une audience avec le père. La demande suit les canaux protocolaires habituels. La réponse arrive en 6 heures, délai inhabituellement court, qui constitue lui-même une information sur l'attention qu'il porte à mes mouvements.
Il me reçoit dans la même salle austère. La densité de réalité dans les couloirs est identique à chaque visite. Comme si la présence du Père constituait en terre une constante physique, plutôt qu'une caractéristique d'un être mortel. Je lui parle de Marcellus sans lui parler de Marcellus. Il écoute ce que je dis et ce que je ne dis pas, avec la même attention équitable. Cet équilibre entre les deux niveaux de mon discours qui me rappelle, à chaque audience, que les vides centraux de mes rapports ne sont peut-être pas aussi invisibles que je les construis pour l'être. Il répond avec une phrase qui ne répond pas à la question posée. Elle répond à celle que je n'ai pas posée. La phrase du Père reste dans ma conscience comme un corps étranger que l'organisme ne peut ni absorber ni expulser. Pas douloureuse, présente, avec la persistance tranquille des vérités qui n'ont pas besoin d'être répétées parce qu'elles se rappellent d'elles-mêmes chaque fois que la conscience s'approche de leur territoire. Elle concernait la nature du sacrifice, pas dans le sens cérémoniel que l'impérium accorde à ce mot, pas dans la rhétorique de la gloire et du service qui tapisse les discours officiels comme un enduit qui masque la maçonnerie dessous. Dans un sens plus précis, plus froid, plus difficile à habiter. Certaines choses ne peuvent être protégées qu'en acceptant de ne pas les protéger. Je tourne cette formulation pendant des semaines sans trouver son fond. Les campagnes se succèdent avec la régularité d'un mécanisme industriel. Une planète, une résistance, une pacification, un rapport, un voyage dans le vide, une période de silence, une nouvelle planète. Le cycle possède une grammaire propre que j'ai appris à lire sans y adhérer. Une rhétorique de la nécessité qui transforme chaque destruction en étape vers quelque chose de plus vaste que ses composants immédiats. Je fonctionne dans ce cycle, je le sers. Je dépose mes rapports avec leurs vides centraux. Mais quelque chose s'est modifié dans la texture de mon fonctionnement depuis Marcellus. Pas de la fragilité, de la perméabilité. Une modification subtile de la façon dont les événements extérieurs atteignent ce qui est intérieur. Comme si une couche d'isolation entre le monde et ma conscience avait perdu quelques microns d'épaisseur. Les morts de mes frères me parviennent différemment, pas avec plus d'intensité émotionnelle, avec plus de précision. Je les enregistre non plus comme des données dans une équation de perte acceptable, mais comme des interruptions spécifiques, chacune portant la signature irremplaçable d'une conscience particulière qui ne sera pas reconstituée par ses progénoïdes. Nörgl observe cette perméabilité avec une attention soutenue et silencieuse. Il ne propose plus rien. Depuis la mort de Marcellus, sa présence dans mon compartiment a changé de nature. Moins recrutement, plus témoin. Comme si le dieu de la décomposition avait conclu que certains arguments n'ont pas besoin d'être formulés parce que la réalité les formule mieux que lui. Il se contente d'être là, patient, enregistrant chaque interruption que j'enregistre, chaque signature irremplaçable que je documente dans mon archive personnelle. Nous archivons ensemble. C'est peut-être la forme de corruption la plus insidieuse qu'il ait tentée. La 12e campagne nous emmène sur un monde que l'impérium dispute depuis 3 générations à une force que les rapports officiels refusent de nommer précisément. Une périphrase administrative remplace le nom. Une formulation neutre qui efface la nature de ce que nous combattons derrière la fonctionnalité bureaucratique du terme « résistance structurée ». Ce que nous combattons a un visage que je reconnais le premier jour. Pas un visage humain. Une architecture de présence, une façon d'occuper l'espace perceptif de mes sens renforcés, qui porte une signature familière depuis des années. Le chaos. Pas une infiltration discrète, pas une corruption progressive, comme celle que les 4 présences tendent sur moi depuis la table de fer. Une manifestation déclarée, assumée, construite sur des décennies d'investissement patient dans les structures locales, jusqu'au moment où ces structures sont devenues indiscernables de ce qu'elles hébergeaient. Le monde est perdu depuis longtemps. Nous venons simplement le constater officiellement. Korn s'éveille avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis les premières semaines de mon entraînement. La présence du chaos dans l'espace physique amplifie sa résonance dans mon compartiment comme un signal radio, boosté par une antenne relais, même fréquence, même nature, mais puissance multipliée par la proximité de sa source terrestre. Je resserre les compartiments. La pression augmente en réponse au resserrement. Dialectique familière que j'ai appris à naviguer sans résoudre. La résolution n'est pas disponible. La navigation l'est. Mes frères combattent avec la conviction absolue que confère une foi non questionnée,
une ressource que j'observe avec quelque chose qui ressemble à de l'envie sans en être exactement. Leur certitude les rend efficaces d'une façon que ma cartographie perpétuelle ne peut pas tout à fait égaler, une efficacité qui naît de l'absence d'hésitation plutôt que de sa gestion. Ils ne calculent pas, ils exécutent. L'espace entre l'intention et l'acte est pour eux infinitésimal. Une continuité sans friction que mes délibérations de 37 secondes ne peuvent pas reproduire. Je me demande parfois ce que je serais si les 4 présences n'avaient pas trouvé leur point d'entrée. Tzeentch répond à cette pensée avant que je l'ai complètement formulée. Une arborescence de possibles déployée en une fraction de seconde, chaque branche montrant une version de moi sans l'une ou plusieurs des présences, chaque version progressivement moins reconnaissable comme quelque chose que je voudrais habiter. La version sans Tzeentch est efficace et aveugle. La version sans Nurgle est fonctionnelle et vide. La version sans corne est précise et froide au-delà de toute utilité. La version sans Slaanesh ne remarque plus l'araignée dans l'angle. Je referme l'arborescence avant d'atteindre la version sans aucune des 4. Certaines cartographies ne doivent pas être complétées. La campagne dure 49 jours. Nous gagnons dans le sens où l'Imperium emploie ce mot. La résistance structurée cesse, les rapports peuvent être déposés, le cycle peut continuer. Ce que le monde était avant. 3 générations de corruption n'est pas restauré. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif était la cessation, pas la guérison. L'Imperium n'a pas développé de chirurgie pour ce type de blessure. Je dépose mon rapport. Au centre, le vide habituel, mais cette fois, légèrement plus petit, légèrement plus proche des bords de ce qui peut être dit. Comme si la perméabilité acquise depuis Marcellus affectait également la géométrie de mes silences. Le père lira cela aussi. Je commence à me demander si c'est précisément ce qu'il attendait. Le vide central de mes rapports rétrécit encore après la 12e campagne. Pas par négligence, par fatigue d'une forme particulière que je n'avais pas anticipée dans les spécifications de ma transformation. Pas la fatigue physique que mes organes renforcés absorbent et dissipent avec l'efficacité d'une machinerie conçue pour l'endurance absolue. Une fatigue plus profonde, ancrée dans la répétition du même geste de rétention, dans l'effort continu de maintenir la frontière entre ce qui peut être dit dans la langue de l'Imperium et ce qui ne peut pas l'être sans modifier irrémédiablement ce que l'Imperium croit être. Garder des secrets fatigue différemment que porter des poids. Les poids s'allègent avec l'entraînement, les secrets s'alourdissent. Je réexamine mes archives personnelles pendant la période de silence qui suit la 12e campagne. Des centaines de pages en notation indéchiffrable, la progression des 4 présences, leurs méthodes, leurs évolutions, les morts qui ne figurent dans les rapports officiels qu'à travers leurs données génétiques, les mots qu'on ne peut pas inscrire, les phrases du père qui répondent aux questions non posées, la planète pensante, l'être de la salle souterraine, Marcellus. Lus dans leur continuité, ces archives constituent quelque chose que je n'avais pas prévu en les écrivant. Un portrait, pas de l'Imperium, pas du Père, pas des 4 dieux et de leurs méthodes respectives. Un portrait de ce que je suis devenu dans l'espace entre tous ces éléments. Une conscience qui s'est développée dans les interstices de ce qu'on avait prévu pour elle, qui a trouvé ses formes propres dans les compartiments que ses créateurs n'avaient pas entièrement cartographiés, qui a résisté à 4 tentatives de dissolution sans jamais résoudre la question de ce à quoi elle résistait au fond. Tzeentch lit par-dessus mon épaule métaphorique avec une satisfaction que je ne peux pas lui reprocher entièrement. La 13e campagne reçoit son ordre de départ avant que j'aie terminé cette relecture. La planète cible est connue. Son nom figure dans les registres depuis des générations. Un monde industriel, productif, loyalement intégré dans la machinerie impériale depuis 2 siècles et demi. Ses quotas de production sont respectés. Ses dîmes sont livrées avec la régularité d'une mécanique bien huilée. Par tous les critères administratifs disponibles, c'est un monde modèle, une démonstration fonctionnelle de ce que l'intégration réussie produit. Le renseignement que nous recevons dit que quelque chose a changé dans ces niveaux inférieurs. Pas une rébellion déclarée, pas une résistance organisée. Quelque chose de plus difficile à nommer, une modification dans la façon dont les populations souterraines occupent leurs espaces de vie, une réorientation des pratiques rituelles trop subtiles
pour déclencher les alarmes automatiques, mais suffisamment cohérentes pour avoir remonté les chaînes de surveillance jusqu'au niveau où des décisions sont prises. Quelqu'un a lu quelque chose dans cette cohérence et a conclu qu'une présence militaire était nécessaire. Nous débarquons sur un monde qui ne sait pas encore qu'il est une cible. Cette distinction me frappe différemment qu'elle ne l'aurait fait avant Marcellus, avant la planète pensante, avant la perméabilité acquise. Les populations que nous observons depuis nos positions d'approche vivent leur journée ordinaire, travaillent, transitent, les gestes répétitifs d'une existence organisée autour de la production que l'impérium leur a assignée comme raison d'être. Ils ne savent pas que des corps renforcés les observent depuis des angles qu'ils ne pensent pas à surveiller, que des rapports sont déjà déposés sur leur comportement, que la décision concernant leur avenir a été prise dans des bureaux situés à une distance qu'ils ne peuvent pas imaginer. Nörgl s'installe dans cette observation avec la tendresse familière du dieu qui connaît toutes les fins. Les niveaux inférieurs confirment le renseignement dès la première inspection. Les pratiques rituelles modifiées portent une signature que mes sens décodent, avec la précision d'une reconnaissance. Pas le chaos dans sa manifestation déclarée comme sur le monde précédent, mais quelque chose d'antérieur, de plus diffus, une orientation vers des puissances que les populations concernées ne pourraient pas nommer si on leur demandait de le faire. Ils ne savent pas ce qu'ils invoquent. Ils savent seulement que quelque chose répond. Cette distinction devrait peut-être modifier la réponse appropriée. Je transmets cette observation au commandement avec moins de précautions rhétoriques que d'habitude. La fatigue du secret affecte également la géométrie de ce que je choisis de formuler. Le commandement me répond que mon analyse sera prise en considération. La formulation est identique à toutes les précédentes. Je cesse de chercher dans ces répétitions un signe d'évolution. L'opération suit son protocole. Les niveaux inférieurs sont sécurisés. Les populations concernées sont séparées du reste, évaluées, classifiées selon des catégories que les formulaires prévoient et que la réalité dépasse régulièrement. Certains seront rééduqués. D'autres seront transférés vers des installations que les rapports ne localiseront pas précisément. D'autres encore disparaissent dans les formulations administratives, avec la fluidité de tout ce que l'impérium ne peut pas absorber sans se modifier. Je documente chaque étape dans mon archive personnelle avec une minutie qui commence à ressembler à de la compulsion. Korn observe cette minutie avec une incompréhension que je perçois presque comme de l'humour. Le dieu de la violence confronté à quelqu'un qui répond à la violence par l'écriture, qui transforme chaque destruction en archive, qui oppose au mouvement perpétuel du conflit la résistance silencieuse de la mémoire. Peut-être que c'est cela, finalement, ce à quoi je résiste. Pas aux 4 dieux, pas à la corruption, pas à la dissolution de ce que je suis dans quelque chose de plus grand ou de plus sombre, à l'oubli, à la façon dont l'impérium efface ce qu'il ne peut pas catégoriser, dont ses rapports construisent leurs vides centraux autour des vérités trop complexes pour son format administratif. Je résiste en enregistrant. Chaque archive est un refus. Chaque notation indéchiffrable est une forme de désobéissance que personne ne peut sanctionner parce que personne ne peut la lire. Slanesh trouve cela magnifique. Pour une fois, je ne ferme pas le compartiment. Il a peut-être raison. La 14e campagne n'arrive pas. À sa place, une convocation. Format inhabituel, canaux inhabituels. Une désignation protocolaire que je n'ai pas rencontrée dans les registres auxquels j'ai accès et qui, par son absence même des nomenclatures sur le standard, constitue une information sur sa nature. Ce qui n'a pas de nom dans les archives de l'Imperium n'est pas nécessairement inexistant. C'est simplement placé au-delà du seuil que les archives ordinaires sont autorisées à franchir. On me conduit vers des niveaux que je n'avais pas encore traversés. La géographie souterraine de la base principale possède une logique stratifiée que j'ai partiellement cartographiée au fil des années. Les niveaux supérieurs dédiés aux opérations courantes, au briefing, au cycle d'entraînement et de déploiement qui constituent la grammaire visible de ce que nous sommes. Les niveaux intermédiaires contiennent les archives, les laboratoires, les chirurgies, où d'autres après moi ont traversé la table de fer et ses 19 modifications. Plus bas encore, des espaces dont la fonction n'est pas annoncée par leur architecture. Ces niveaux-là ne figurent pas dans les cartographies que j'ai établies. Tsench s'éveille avec une acuité que je ne lui avais pas ressentie depuis des mois, une attention concentrée, des ramifications qui se déploient depuis chaque détail architectural,
que mes sens enregistrent pendant la descente. La couleur du métal change à un certain niveau, imperceptiblement pour un œil non modifié, radicalement pour ce que je suis. Un alliage différent, une composition que mon homophagia ne reconnaît pas parce qu'aucune des créatures que j'ai consommées n'a jamais été en contact avec ce matériau. Ce métal n'existe pas dans les registres auxquels j'ai accès. La salle où l'on me conduit est plus grande que celle du Père, beaucoup plus grande. Ses dimensions excèdent ce que la géographie souterraine que j'avais cartographiée aurait dû permettre. Comme si l'espace avait été plié, compressé, arrangé selon une ingénierie qui dépasse la mécanique ordinaire. Des instruments le long des murs, plus nombreux et plus complexes que ceux entrevus lors de mes audiences précédentes. Une table centrale, pas de fer cette fois, d'une matière qui absorbe la lumière plutôt que de la réfléchir. Le Père est présent, il n'est pas seul. 4 autres êtres occupent la salle, debout, à des positions cardinales autour de la table centrale, dans des attitudes qui suggèrent non pas une hiérarchie de commandement, mais quelque chose de plus latéral. Une égalité fonctionnelle entre des entités qui ont chacune résolu différemment le problème d'exister à cette échelle. Je les étudie en 3 secondes, avec la totalité de mes capacités sensorielles. Aucun n'est humain, au sens où mes frères sont humains. Aucun n'est ce que je suis non plus. Quelque chose entre les deux, mais par des chemins entièrement différents du mien. Les 4 présences dans mes compartiments réagissent simultanément pour la première fois depuis leur installation. Une dissonance de réactions distinctes, Tsench en curiosité aiguë, Korn en reconnaissance instinctive, Nurgle en quelque chose d'analogue à de la révérence, Slanesh en une fascination que je resserre immédiatement. 4 réactions qui convergent toutes vers la même conclusion. Ces êtres sont connus des dieux du chaos, reconnus, catalogués dans des mémoires qui précèdent ma naissance de plusieurs millénaires. Je m'avance vers la table sans y être invité. Une décision qui surprend les 4 entités aux positions cardinales. Je lis cette surprise dans des micro-ajustements posturaux que mes sens décodent avec la précision désormais habituelle. Le Père regarde cette décision avec l'expression indéchiffrable que j'ai cessé de tenter de résoudre. Il commence à parler. Ce qu'il dit pendant les 82 minutes suivantes concerne l'architecture de ce que nous sommes. Pas des Space Marines au sens des rapports officiels, pas des instruments de pacification et d'intégration que le cycle des campagnes nous a définis comme étant. Quelque chose de plus ancien dans sa conception, de plus précis dans son intention, de plus vertigineux dans ses implications pour ce que je porte dans mes compartiments depuis la table de fer. Il savait, sur les 4 présences, depuis le début. Non pas comme une contamination tolérée, non pas comme une variable dans une expérience dont je serais le sujet sans en connaître les paramètres, mais comme une condition nécessaire d'un résultat qu'il cherchait à produire chez un être spécifique, forgé à cette fin, testé à travers des campagnes dont la progression n'était pas aléatoire, confronté à des situations dont le choix n'était pas le fruit du hasard opérationnel. Marcellus n'était pas le fruit du hasard non plus. Cette phrase s'installe dans ma conscience avec une précision qui n'appartient ni à la douleur, ni à la rage, quelque chose de plus structurel, un réalignement de l'architecture entière de ma compréhension de ce que j'ai vécu. Je reste immobile pendant qu'elle s'installe. Les 4 présences restent silencieuses, avec une unanimité qui suggère qu'elles aussi absorbent ce que cette phrase implique pour la nature de leurs propres interventions dans mon existence. Si mes résistances l'étaient prévues, leurs tentatives l'étaient également. Le Père continue. Les 4 entités aux positions cardinales n'ont pas bougé. Je comprends à un certain point de son discours qu'elles sont là pour moi. Pas comme gardiens, pas comme témoins dans le sens cérémoniel. Comme interlocuteur potentiel d'une conversation que la suite de ce que je suis devenu va nécessiter. Chacune a traversé sa propre version de ce que j'ai traversé. Chacune a résisté différemment. Chacune porte encore ce qu'elle a à résister, non pas comme une blessure, mais comme une cartographie vivante de ce que les 4 dieux tentent sur des êtres suffisamment forgés pour survivre à la tentative. Le Père a construit une archive de résistance. Je suis la dernière entrée. Les 4 entités aux positions cardinales ont des noms que je n'inscrirai pas ici. Pas par prudence protocolaire, par respect d'une convention que nous établissons ensemble
pendant les heures qui suivent le discours du Père. Une décision collective de 4 êtres qui ont appris à la même école difficile que certaines désignations attirent des attentions qu'on ne cherche pas à convoquer. Leurs noms circulent dans des registres auxquels les 4 présences ont accès. Les inscrire ici serait offrir un fil conducteur entre ce témoignage et des consciences qui n'ont pas besoin d'indications supplémentaires pour nous localiser. Nous nous appelons par des fragments, suffisants pour la communication, insuffisants pour l'invocation. Le premier fragment porte Korn depuis plus longtemps que moi. Plusieurs décennies de cohabitation forcée avec la pression guerrière, une relation évoluée vers quelque chose que ni la capitulation ni la résistance pure ne décrit adéquatement. Une négociation permanente, m'explique-t-il, entre ce que le dieu du sang exige et ce que le porteur consent à exprimer. Il a développé des canaux, des espaces de combat ritualisés où la pression de Korn se décharge sans produire les destructions non consenties que les premières années avaient générées. Il porte des cicatrices que son organisme renforcé aurait dû effacer. Il les a gardées délibérément. Le deuxième fragment est le plus ancien de nous 5. Une ancienneté, visible non pas dans son apparence physique, mais dans la façon dont il occupe l'espace temporel autour de lui, comme si ces décennies supplémentaires d'existence avaient légèrement modifié sa relation avec la durée. Nörgl l'accompagne depuis si longtemps que distinguer ce qui appartient à l'un et ce qui appartient à l'autre est devenu une question que les 2 parties ont cessé de poser. Pas de la fusion, de la cohabitation à long terme, avec tout ce que cette durée produit en termes d'accommodation réciproque. Il dit que Nörgl lui a appris la patience. Il dit cela sans sourire. Le troisième fragment porte Slaanesh avec une élégance que je reconnais immédiatement, une façon d'habiter ses propres sens qui dépasse la vigilance constante que j'oppose à l'amplification. Il a trouvé un équilibre différent du mien, moins défensif, fondé sur une acceptation partielle et délimitée de ce que Slaanesh offre. Des espaces clairement circonscrits où l'intensification sensorielle est permise, reconnue, même cultivée, contre une discipline totale dans tous les espaces restants. Un contrat, non écrit, renouvelé chaque jour comme ma propre loyauté. Il dit que la beauté n'est pas l'ennemi, le manque de frontières l'est. Le 4e fragment porte Tzeentch. Sa conversation avec lui dure 3 heures séparément des autres. Une bifurcation naturelle, 2 cartographes qui comparent leur méthode, 2 porteurs d'arborescence probabilistes qui découvrent simultanément que leurs visions du même événement divergent sur des points révélateurs de la nature subjective du don que Tzeentch distribue. Il m'apprend que Tzeentch ne voit pas l'avenir. Il construit des possibles. Cette distinction modifie rétrospectivement tout ce que j'ai cru comprendre sur les ramifications que je perçois depuis la 114e semaine d'entraînement. Pas de la révélation, de la construction. Tzeentch n'offre pas la connaissance des probabilités. Il offre la capacité de générer des architectures causales cohérentes depuis les données disponibles. La différence entre voir et inférer, entre recevoir et produire, entre la prophétie et l'analyse poussée à ses limites extrêmes. Tout ce que j'ai cru voir était ce que je pouvais déduire. Korn pulse une impatience que je comprends différemment depuis ma conversation avec le premier fragment. Pas de l'hostilité envers cette révélation, mais une réaction caractéristique à tout ce qui ralentit, complexifie, introduit du doute là où la certitude était fonctionnelle. Korn préfère les vérités simples. Leur simplicité est une forme d'honnêteté qu'il serait injuste de ne pas reconnaître. Le père observe nos 5 conversations depuis la périphérie de la salle. Il n'intervient pas. Cette non-intervention est elle-même une intervention, une décision de laisser se développer quelque chose qu'il a architecturé, sans vouloir en contrôler la forme précise. Peut-être la seule chose dans toute cette existence que je lui accorde sans réserve. Il sait quand ne pas agir. Cette sagesse-là, dans un être de son envergure, est plus rare et plus précieuse que tout ce qu'il a forgé dans ses laboratoires. Nous passons 6 jours dans cette salle souterraine aux dimensions impossibles. 6 jours à cartographier ensemble ce que nous sommes, ce que nous portons, ce que cela signifie pour la question que personne n'avait encore posée collectivement. Que fait-on d'une résistance qui a prouvé sa durabilité ? Elle ne peut pas rester secrète indéfiniment. Les 4 présences savent ce que nous sommes. Les dieux du chaos ont catalogué cette archive de résistance depuis son premier élément.
L'impérium que nous servons n'a pas de catégorie pour ce que nous représentons. Nous existons dans un interstice que personne n'a prévu de nommer. Le 6e jour, le Père nous pose la question qu'il a architecturé tout cela pour poser. Elle concerne l'avenir, pas dans le sens de Tsench, pas comme arborescence de possibles construits depuis les données disponibles. Dans le sens plus simple et plus vertigineux de ce qu'on choisit de faire avec ce qu'on est devenu. Je prends 37 secondes. Le même intervalle qu'à ma première audience. Le Père le note. Je vois la reconnaissance traverser son expression indéchiffrable comme une lumière derrière un verre dépoli. 37 secondes pendant lesquelles les 4 présences se taisent simultanément, comme elles l'avaient fait dans les couloirs menant à cette première rencontre, comme si le silence était la seule réponse cohérente au moment où quelque chose se décide vraiment. Ma réponse cette fois n'est pas oui. Elle est plus longue que ça. Elle contient tout ce que mes rapports ont exclu, tout ce que mes archives ont préservé en notation indéchiffrable, tout ce que Marcellus représentait et tout ce que la planète pensante signifiait, et tout ce que les vides centraux de mes documents officiels délimitaient avec soin autour d'une vérité trop complexe pour le format administratif de l'Impérium. Ma réponse dure 22 minutes. Quand je me tais, le silence qui suit a une texture différente des silences que précédents. Pas d'attente, pas de tension, pas la patience calculée des 4 présences qui savent que le temps travaille pour elles. Un silence plein, pour la première fois. Un silence qui ne délimite pas un vide, mais qui contient quelque chose. Le Père ne répond pas immédiatement. Les 4 fragments non plus. Nous restons dans ce silence ensemble, 5 êtres forgés pour la guerre, portant chacun une archive de résistance, debout dans une salle aux dimensions impossibles, pendant que quelque chose que nous venons de produire collectivement cherche sa forme dans l'air entre nous. Ce témoignage s'arrête ici, non pas parce que ce qui suit n'existe pas, mais parce que ce qui suit n'appartient pas encore au passé depuis lequel on peut témoigner. Il appartient à ce qui se construit, à ce qui n'a pas encore de nom dans les archives de l'Impérium, ni dans les mémoires millénaires des 4 dieux. Les vides centraux de mes rapports officiels ne rétrécissent que plus. Ils ont disparu.